Pendant 35 ans, j'ai préparé le petit déjeuner d'un homme, élevé un fils avec amour. Et pourtant, le jour le plus important de sa vie, j'ai appris que je n'existais plus. Je m'appelle Madeleine Moreau. J'ai 78 ans. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vais raconter une histoire que j'ai gardée enfouie trop longtemps. Ce n'est pas une histoire de colère. Ce n'est pas une histoire de cris. C'est une histoire de silence. Un silence qui fait plus mal que n'importe quelle insulte. Pendant des années, j'ai cru que l'amour d'une mère suffisait, que donner sans compter protégeait du mépris. Mais un simple appel téléphonique m'a fait comprendre que, parfois, ceux pour qui on se sacrifie sont ceux qui vous effacent le plus facilement. Avant de continuer, je vous demande une chose. Si cette histoire vous touche, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Parce que ce que je vais vous raconter, beaucoup de mères et de grands-mères l'ont vécu en silence. Au début, je n'ai rien voulu voir. Ou peut-être, je n'ai pas voulu comprendre. Il y a des choses que l'on sent avant de les savoir. Un regard qui fuit. Un silence trop long au téléphone. Une porte qui se ferme un peu plus doucement que d'habitude. Mon fils avait changé. Pas brutalement. Non. C'était plus subtil, plus cruel. Il appelait moins souvent. Quand je l'appelais, il disait toujours qu'il était occupé. Sa voix était polie, correcte, mais distante. Comme si je devenais une obligation et non plus une mère. Un jour, je lui ai demandé, presque en plaisantant, « Tu vas bien, mon chéri ? Tu as l'air ailleurs. » Il a marqué un silence. Puis il a répondu, « Tout va bien, maman. Ne t'inquiète pas. » Mais une mère sent quand on lui ment. Peu après, j'ai remarqué autre chose. Je n'étais plus invitée, plus au dîner, plus aux anniversaires. Même les fêtes de famille semblaient se dérouler, sans moi. Quand je demandais pourquoi, il y avait toujours une excuse. On a oublié de te prévenir. C'était improvisé. Tu sais, c'était compliqué. Complique. Alors que pendant des années, rien n'était jamais trop compliqué quand j'aidais. Je payais encore certaines factures. Je donnais de l'argent en attendant. Je gardais les enfants quand on me le demandait. Et pourtant, quelque chose était en train de se fissurer. Un jour, en arrivant chez eux sans prévenir, j'ai senti que je n'étais plus la bienvenue. Le sourire de ma belle-fille était figé. Ses yeux ne souriaient pas. Elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un qui dérange. À cet instant précis, j'ai compris une chose terrible. Quelque chose se tramait derrière mon dos. Et ce n'était pas un simple malentendu. C'était le début d'un effacement. Lent, silencieux, mais parfaitement calculé. Ce soir-là, je n'ai presque pas dormi. Les mots tournaient dans ma tête comme une prière sans réponse. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je n'avais pas encore les preuves. Mais mon cœur, lui, avait déjà compris. Allongé dans l'obscurité, j'ai repassé chaque détail. Chaque appel écourté. Chaque regard évité. Chaque invitation annulée. Et soudain, une pensée m'a traversé l'esprit, froide et implacable. Et s'ils espéraient que je disparaisse d'elle-même? Cette idée m'a coupé le souffle. J'ai compris alors une chose essentielle. Si je voulais savoir la vérité, je ne pouvais plus poser de questions. Écouter. Attendre. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de me taire. De faire semblant de ne rien remarquer. Mais à l'intérieur, je me faisais une promesse. Je me suis juré que je découvrirais ce qui se passait réellement. Peu importe le temps que cela prendrait. Peu importe ce que cela me coûterait. Parce que lorsqu'une mère sent qu'on lui arrache son enfant, ce n'est plus de la curiosité. C'est une nécessité. Je ne cherchais pas la vengeance. Pas encore. Je cherchais la vérité. Toute la vérité. Et au fond de moi, je savais déjà qu'une fois révélé, rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Je m'appelle Madeleine Moreau. J'ai 79 ans aujourd'hui. Je suis mère, grand-mère, et surtout une femme qui a beaucoup vu et beaucoup enduré. J'ai vécu une vie simple, sans bruit. J'ai aimé profondément, j'ai fait des sacrifices, j'ai cru aux promesses et au respect.
Pendant des décennies, j'ai mis ma famille avant moi, persuadée que c'était cela, être une bonne épouse, une bonne mère. Je n'ai jamais raconté cette histoire à voix haute, ni à mes enfants, ni à mes proches, parce que certaines vérités font trop mal quand on les garde trop longtemps. Mais aujourd'hui, à mon âge, le silence pèse plus lourd que la honte. Et si je parle maintenant, ce n'est pas pour me venger. C'est pour que la vérité, enfin, respire. Je vis dans une petite maison tranquille, au bord d'un village que peu de gens connaissent encore. Ici, les journées commencent doucement, au son des oiseaux et du vent dans les arbres. Ma maison n'est pas grande. 2 chambres, une cuisine simple, un salon où le temps semble s'être arrêté. Un vieux fauteuil près de la fenêtre. C'est là que je m'assois chaque matin avec mon café, en regardant la rue presque vide. Tout le monde me connaît ici comme la vieille Madeleine, toujours polie, toujours souriante. Personne n'imaginerait ce que ces murs ont vu, ce qu'ils ont entendu. Les silences, les attentes, les réveils trop tôt. Ce lieu paraît paisible. Mais c'est précisément ici que j'ai compris que même les maisons les plus calmes peuvent cacher les vérités les plus lourdes. Toute ma vie, j'ai travaillé sans jamais faire de bruit. Je n'ai jamais cherché les applaudissements ni la reconnaissance. J'ai commencé jeune. D'abord comme aide dans une petite épicerie du village, puis comme couturière. Je passais des heures à coudre, à réparer les vêtements des autres, à redonner une seconde vie à ce que l'on croyait usé. Plus tard, quand les enfants sont arrivés, j'ai travaillé depuis la maison. Je faisais des retouches tard le soir, pendant que tout le monde dormait. Chaque bouton cousu, chaque ourlet, c'était pour payer les factures, remplir le frigo, maintenir la famille debout. Je n'ai jamais compté mes heures. Je me disais que c'était ça, être une bonne épouse. Être utile, être discrète, tenir bon. Avec le temps, les mains se sont fatiguées, le dos aussi. Mais j'ai continué. Parce que quand on a vécu toute sa vie pour les autres, on oublie souvent comment vivre pour soi. Et aujourd'hui encore, quand je regarde mes mains ridées, je vois tout ce qu'elles ont donné. Et tout ce qu'on leur a pris. Je veux que ce soit clair dès maintenant. Je ne vous raconte pas cette histoire pour qu'on me plaigne. Je ne suis pas une victime. Je suis une femme qui a vécu, qui a aimé, qui a tenu bon, même quand tout aurait été plus simple en abandonnant. Je n'ai jamais crié. Je n'ai jamais frappé du poing sur la table. J'ai appris très tôt que le silence pouvait être une forme de force. Quand quelque chose faisait mal, je respirais profondément. Quand on me manquait de respect, je gardais la tête haute. Et quand on pensait que je ne voyais rien, je voyais tout. Je suis restée calme, même dans les moments les plus durs. Non pas par faiblesse, mais par dignité. Parce que la dignité, personne ne peut vous l'enlever. Même quand on vous ment, même quand on vous trahit. Et si aujourd'hui je parle, ce n'est pas parce que je suis brisée. C'est parce que je suis debout. J'ai eu un fils. Un seul. Je l'ai élevé avec l'idée simple que le respect était plus important que l'argent et la loyauté plus forte que les mots. Quand il était enfant, il venait toujours se réfugier près de moi. Je reconnaissais ses pas dans le couloir avant même qu'il n'ouvre la porte. Je savais quand il allait bien et quand quelque chose le rongeait. J'ai fait pour lui ce que font toutes les mères. J'ai travaillé davantage quand il fallait. J'ai économisé quand je pouvais. Et j'ai souvent mis mes propres besoins de côté, sans même y penser. Je l'ai vu devenir un homme. J'en étais fière. Vraiment. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Ce n'était pas brutal. Ce n'était pas visible tout de suite. C'était dans sa façon de me parler. Dans son regard qui glissait ailleurs. Dans ses silences un peu trop longs. Je me disais que c'était la vie. Qu'un fils s'éloigne, c'est normal. Je ne voulais pas être cette mère qui retient. Alors je me suis tue. Encore une fois. Son caractère, avant. Avant, mon fils était doux. Pas faible. Doux. Il réfléchissait avant de parler. Il écoutait. Vraiment. Quand quelqu'un souffrait, il le sentait sans qu'on ait besoin de le lui dire. Il avait ce regard honnête, celui des gens qui n'aiment pas mentir. Même enfant, il ne savait pas tricher. S'il faisait une erreur, il venait me voir et baissait les yeux. Il respectait les femmes. Pas parce que je le lui demandais, mais parce qu'il avait grandi en voyant une mère qui se tenait droite, même dans les moments difficiles. Il m'appelait souvent.
Pas pour demander de l'argent, juste pour savoir comment j'allais. Et quand il riait, c'était un rire simple, sans arrogance, sans dureté. Parfois, quand je repense à lui à cette époque, je me demande: à quel moment ce garçon-là s'est-il perdu? Puis, il y a eu sa femme. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, je n'ai rien pensé de mal. Elle était polie, discrète, un peu réservée. Elle parlait peu, mais observait beaucoup. Elle souriait sans trop montrer ses émotions. Je me suis dit qu'elle avait peut-être simplement besoin de temps. Certaines personnes mettent plus longtemps à se sentir à l'aise dans une nouvelle famille. Elle semblait organisée, sûre d'elle. Elle savait ce qu'elle voulait, ou du moins, elle donnait cette impression. Je ne l'ai jamais jugée. Je ne l'ai jamais critiquée devant mon fils. Au contraire, j'ai fait de mon mieux pour l'accueillir, pour respecter leur couple. Ce n'est plus mon rôle de décider. Il est adulte maintenant. À ce moment-là, je croyais encore que l'amour suffisait pour tout équilibrer. Et puis, il y a eu mon petit-fils. Le jour où il est né, j'ai senti quelque chose se réparer en moi. Comme si la vie me disait doucement: regarde, tout n'est pas perdu. C'était un enfant calme. Curious. Il avait ce regard qui observe le monde avec sérieux, même quand il était tout petit. Quand il me voyait, ses yeux s'illuminaient. Il tendait les bras sans hésiter, comme s'il savait déjà que chez moi, il était en sécurité. Je lui chantais des chansons anciennes, celles que ma propre mère me chantait autrefois. Je lui racontais des histoires avant de dormir. Pas pour l'endormir, mais pour qu'il se sente aimé. Il s'installait contre moi, la tête sur mon épaule. Et dans ces moments-là, tout le reste disparaissait. Je n'étais plus seulement une grand-mère. J'étais son refuge. Et lui, il était la preuve vivante que malgré les tensions, malgré les silences, l'amour existait encore dans cette maison. C'est pour lui que j'ai tenu si longtemps. C'est pour lui que j'ai fermé les yeux sur certaines choses. Parce que je voulais qu'il grandisse entouré, protégé, aimé. Je ne savais pas encore que ce lien deviendrait la chose la plus difficile à défendre. Avec le temps, aider est devenu naturel. Je n'en parlais jamais. Je ne comptais pas. Quand mon fils a acheté cette maison, j'ai simplement dit: si je peux aider, je le ferai. Je participais au loyer, aux factures, aux frais du quotidien. Quand il y avait un imprévu, une réparation, une difficulté, je faisais ce que font les mères depuis toujours. Je ne voulais pas être un poids. Je voulais être utile. Parfois, je déposais l'argent discrètement sur la table. Parfois, je faisais un virement sans rien dire. Ce n'était pas un sacrifice à mes yeux. C'était une continuité. J'avais travaillé toute ma vie. J'avais mis de côté, prudemment, sans luxe. Et puis, voir mon petit-fils grandir dans de bonnes conditions. Savoir que mon fils respirait un peu plus librement. Cela me suffisait. Je n'attendais ni remerciements. Ni reconnaissance particulière. Je pensais que l'amour, quand il est sincère, n'a pas besoin de compte. Je ne savais pas encore que ce silence serait un jour interprété comme une évidence, ou pire, comme un dû. Je n'ai jamais posé de conditions, jamais demandé en retour. Aider, pour moi, n'était pas un contrat. C'était un geste du cœur. Je ne demandais pas d'horaire. Je ne demandais pas de contrepartie. Je ne demandais même pas qu'on m'explique. Si mon fils avait besoin, j'étais là. Si sa femme traversait une période difficile, je comprenais. Si la maison manquait de quelque chose, je faisais en sorte que cela ne manque plus. Je n'ai jamais dit, après tout ce que j'ai fait, je n'ai jamais tenu de compte. Je pensais que l'aide donnée librement. Restait libre. Je croyais que l'amour parental n'avait pas besoin d'être justifié, ni mérité. Je voulais simplement que la famille tienne debout. Que les tensions s'apaisent. Que mon petit-fils grandisse dans un climat stable. À mes yeux, aider sans condition, c'était une preuve de confiance. Je ne savais pas encore que, pour certains, l'absence de condition finit par effacer la valeur du geste. Ce n'était jamais de grandes demandes, toujours des petites choses.
presque insignifiante. Juste ce mois-ci, maman, on te rendra ça plus tard. C'est provisoire. Un plein d'essence. Des courses en attendant la fin du mois. Une facture imprévue. Une réparation urgente. Puis la crèche. Puis le loyer, en partie seulement. Puis les vêtements pour l'enfant. Les cadeaux, parce que ça fait plaisir. Rien n'était jamais exigé ouvertement. Tout était formulé avec douceur, comme si c'était évident. Et moi, je disais oui, toujours, parce que ce n'était pas une somme. C'était une situation, parce que ce n'était pas un abus. C'était un coup de pouce. Y me disais. Quand ils iront mieux, ça s'arrêtera. Je ne voyais pas que l'exception était devenue une habitude, que l'aide ponctuelle s'était transformée en acquis. Et surtout, je ne voyais pas encore que ces petits gestes, répétés, construisaient un déséquilibre silencieux. Je n'ai jamais considéré que je payais pour eux. Jamais. Je n'ai jamais compté. Jamais tenu de tableau. Jamais attendu de retour. Pour moi, ce n'était pas de l'argent. C'était de l'aide. Un plein d'essence ici. Des courses là. Une facture imprévue. Une réparation urgente. Puis la crèche. Puis une partie du loyer. Puis des vêtements pour l'enfant. Des cadeaux, simplement parce que j'en avais envie. Je n'ai jamais pensé. Ils abusent. Je n'ai jamais pensé. Ils me doivent quelque chose. Je me disais seulement, c'est normal. Ils démarrent dans la vie. Une famille, c'est fait pour s'entraider. Je n'ai jamais considéré que c'était un sacrifice, ni une dette, Ni un libaye. C'était un geste naturel, fait sans condition, sans attente, sans calcul. Ce que je ne voyais pas encore, c'est que quand on donne sans compter, certains finissent par croire que cela leur est dû. C'était un matin comme les autres. Rien d'exceptionnel, rien qui annonçait un basculement. Je m'étais levée tôt, comme toujours. Le café fumait doucement sur la table de la cuisine. La fenêtre était entr'ouverte, et l'air frais du matin entrait avec un silence paisible. Dans la cour, les arbres perdaient leurs feuilles une à une. L'automne avançait sans bruit. Lentement, digniment. Je regardais ce spectacle simple, et je me sentais calme, à ma place, en sécurité dans cette routine que j'aimais tant. Ce matin-là, je ne me sentais ni seule, Ni inquiete, ni triste. J'étais une mère, une grand-mère, une femme qui avait fait de son mieux. Et puis, entre deux gorgées de café, une pensée toute simple m'a traversé l'esprit. Je devrais appeler mon fils. Pas par urgence, pas par peur, juste par envie. Je voulais savoir comment ils allaient. Je voulais parler du week-end. Et surtout, je voulais lui demander à quelle heure aurait lieu son mariage. À ce moment-là, je croyais encore que certaines choses allaient de soi. Cette idée ne m'a pas frappée d'un coup. Elle s'est installée doucement, comme une évidence tranquille. Depuis des semaines, mon fils parlait de ce mariage, par petites phrases, par allusions rapides, jamais avec de vrais détails. Je m'étais dit qu'il était simplement occupé. La vie va vite à leur âge. Le travail, l'enfant, les projets. Je ne voulais pas déranger. Je ne voulais pas m'imposer. Je n'ai jamais été ce genre de mère. Mais ce matin-là, en regardant mon téléphone posé sur la table, j'ai senti que c'était le bon moment. Pas pour demander une invitation, pas pour réclamer une place, juste pour savoir à quelle heure, où exactement. Des choses simples. J'ai pris le téléphone dans ma main. Je me souviens avoir hésité une seconde. Pas par peur, plutôt par pudeur. Puis je me suis dit, après tout, c'est mon fils. J'ai composé son numéro, avec ce calme naïf qu'on a quand on ne se doute de rien. Je ne savais pas encore que cet appel, Si banal en apparence. allait fissurer tout ce que je croyais solide. Le téléphone a sonné à peine une fois. Allô?
Ce n'était pas la voix de mon fils. C'était la sienne. Une voix que je connaissais bien, mais qui, ce matin-là, Mi sembla estrangement distant. bonjour, c'est moi. Je voulais parler à mon fils. Un court silence. Trop court pour être naturel. Trop long pour être rassurant. Il n'est pas disponible pour le moment. A-t-elle répondu, sans chaleur particulière. Son ton était poli, mais fermé, comme une porte qu'on entr'ouvre sans intention de laisser entrer. Oh, d'accord, ai-je dit doucement. Je voulais juste savoir. À quelle heure aura lieu la cérémonie samedi? Cette fois, le silence s'est étiré. Je l'entendais respirer, comme si elle cherchait ses mots, ou comme si elle hésitait à dire quelque chose, qu'elle savait déjà douloureux. Puis sa voix est revenue, plus sèche, presque indifférente. Le mariage? Ah, nous nous sommes mariés hier. Je n'ai pas tout de suite compris. Kia? Ai-je répété, persuadée d'avoir mal entendu. Oui, un petit mariage civil, très intime. Seulement les personnes, vraiment importantes. Chaque mot est tombé, comme une pierre dans ma poitrine. Vraiment importante. Je me suis accrochée au bord de la table. Mon cœur battait trop vite, mais ma voix est restée calme. Je vois. Elle a repris, comme pour clore le sujet. Julien vous rappellera. Puis, après une courte hésitation, d'un ton presque administratif. Au fait, pour le virement de l'appartement, vous pourriez l'envoyer un peu plus tôt ce mois-ci? On a eu des dépenses imprévues avec le mariage. Et avant que je puisse répondre, avant même que je comprenne ce que je venais d'entendre, la ligne s'est coupée. Je suis restée là, le téléphone contre l'oreille, dans un silence assourdissant. Mon fils était marié. Je ne le savais pas. Et on venait de me demander de l'argent, comme si de rien n'était. Le mariage. Elle a soufflé, presque avec légèreté, comme si c'était un détail sans importance. C'était déjà fait. 3 mots. Simples. Definitives. Déjà fait. Pas nous allons nous marier. Pas nous préparons quelque chose. Pas même tu n'étais pas invité. Non. C'était déjà fait. Comme une porte fermée depuis longtemps. Comme une décision prise sans moi. Comme si ma place n'avait jamais existé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien dit. Mais à cet instant précis, j'ai compris une chose. On peut aimer profondément, donner sans compter, être présente chaque jour. Et pourtant, être rayée d'une vie, en une seule phrase. Elle a ajouté, presque naturellement. C'était une petite cérémonie, seulement pour les proches. Seulement pour les proches. Ces mots sont restés suspendus dans l'air. Ils n'étaient pas dits pour blesser. Juste, posés, comme une évidence. Les proches. Je les ai répétés en silence. Encore et encore. Alors j'ai cherché ma place dans cette phrase. Mère, grand-mère, présente depuis le premier jour. Et pourtant, manifestement, je ne faisais pas partie de ce cercle. Pas assez proche, pas assez importante, pas assez, quelque chose. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas réclamé d'explication. Parce qu'à cet âge, on apprend une chose. Les silences disent souvent plus que les excuses. Et ce silence-là était terriblement clair. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre. Pas parce que c'était compliqué, mais parce que mon cœur refusait d'y croire. Il ne m'avait pas oublié. Il n'y avait pas d'erreur. Aucun malentendu. Je n'étais pas absente à cause du hasard. J'étais absente parce que ma place n'existait pas. Le mariage avait déjà eu lieu. Les sourires avaient déjà été figés sur les photos. Les verres avaient déjà été levés. Et mon nom n'avait jamais été prononcé. Je suis restée immobile, le téléphone encore serré dans ma main, le regard perdu devant moi, à repenser à ces mots. Seulement pour les proches. C'est à ce moment-là que tout s'est éclairé. Brutalement. Je n'avais pas été exclue par oubli. J'avais été exclue par choix. Et cette vérité faisait plus mal que l'idée d'avoir manqué le mariage.
Parce que rater une fête, c'est une chose, mais découvrir que sa place, dans la vie de son propre enfant, s'est effacée en silence, c'en est une autre. Pourquoi moi ? C'est la première question qui m'est venue à l'esprit. Pas avec colère, avec une fatigue profonde. Pourquoi ne pas m'avoir appelé ? Pourquoi ne pas m'avoir simplement dit la vérité ? Pourquoi ce silence poli, cette distance soigneusement construite ? Je refaisais le film encore et encore. Chaque geste, chaque aide, chaque présence. Je cherchais l'erreur, la phrase de trop, le regard maladroit, le moment où j'aurais pu décevoir sans m'en rendre compte. Avais-je été trop présente ou pas assez ? Trop simple, trop discrète, trop ordinaire pour leur bonheur flamboyant ? Je me demandais ce qui, chez moi, ne méritait pas d'être vu ce jour-là. Et plus je cherchais une faute, plus une vérité douloureuse s'imposait doucement. Parfois, le « pourquoi » n'a rien à voir avec ce que l'on a fait, mais avec ce que l'on représente. Je n'étais pas un problème à résoudre. J'étais une image qu'on préférait effacer. Et cette pensée, bien plus que l'exclusion elle-même, a laissé une trace silencieuse en moi. Et pourtant, quand j'ai comparé ce silence à tout ce que j'avais offert, quelque chose s'est brisé en moi. Je n'ai jamais compté l'amour. Mais ce matin-là, sans le vouloir, les chiffres ont commencé à apparaître. Les virements réguliers, les aides discrètes, toujours au bon moment. Les dépenses faites sans jamais demander de retour. Les sacrifices invisibles. Je me suis rappelé les soirs où je faisais les courses pour eux. Les fins de mois où je glissais de l'argent au cas où. Les fois où je mettais mes propres besoins de côté. Pour leur tranquillité. J'avais donné sans attendre d'invitation. Sans condition. Sans reconnaissance. Et soudain, une question simple, presque cruelle, a traversé mon esprit. Comment peut-on accepter autant et refuser une présence ? Je ne demandais pas une place d'honneur. Je ne demandais pas un discours. Juste d'être là. Juste d'exister. Ce contraste m'a fait comprendre une chose essentielle. Ce n'était pas un oubli. C'était un choix. Et ce choix, comparé à tout ce que j'avais donné avec le cœur, résonnait comme un silence beaucoup trop lourd. À cet instant précis, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas une colère violente, ni une explosion de larmes. C'était plus silencieux, plus profond, comme une fissure invisible dans une certitude que je portais depuis toujours. Celle d'être naturellement à ma place dans la vie de mon fils. Je me suis rendu compte que je ne me sentais plus seulement blessée, mais déplacée, comme si, sans me le dire clairement, on m'avait doucement poussée vers la sortie. J'ai compris que ce que je ressentais n'était pas seulement de la tristesse, mais une perte. La perte d'un rôle, la perte d'une évidence. Pendant des années, j'avais été là, utile, présente, disponible, et soudain, ce premier basculement intérieur n'a pas fait de bruit, mais il a tout réorganisé en moi. Mes souvenirs, mes attentes, ma manière de voir les choses. Je n'ai pas encore pris de décision ce jour-là. Je n'ai rien dit, je n'ai rien reproché, mais pour la première fois de ma vie, j'ai pensé une phrase qui m'a fait peur. Et si aimer ne suffisait plus ? À partir de cet instant, je n'étais plus seulement une mère blessée. Je devenais une femme qui commençait à ouvrir les yeux. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Parce que ce n'était pas une signature rapide à la mairie, ni une décision prise à la dernière minute. C'était une vraie fête. Préparée, organisée, pensée à l'avance. Il y avait des invités, des sourires, des photos, des verres levés, des applaudissements. Et moi, je n'y étais pas. Ce n'était donc pas un oubli. Ce n'était pas un détail. C'était un choix. Je ne me suis pas sentie seulement triste. Je me suis sentie mise à l'écart. Comme si, sans m'en parler, on avait décidé que je ne faisais plus partie du cercle des gens importants. Pendant des années, j'avais été présente quand il fallait aider, payer, soutenir, rassurer.
mais pour le bonheur, pour la célébration, pour la joie affichée. Je n'étais plus nécessaire. Ce jour-là, je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée droite. Mais quelque chose a changé définitivement en moi. Pour la première fois, j'ai compris que l'amour donné sans limite peut parfois devenir invisible. Et cette pensée, silencieuse mais tranchante, a marqué le début de tout le reste. Dites-moi en commentaire. À ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous continué à aider? Ou auriez-vous posé des limites? Vos mots comptent plus que vous ne l'imaginez. Parfois, un simple commentaire peut réconforter quelqu'un qui traverse la même épreuve en silence. Si cette histoire vous a touché, laissez un like pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Et surtout, merci d'être ici, d'écouter et de faire vivre ces récits. Ce n'était pas un oubli, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un mariage improvisé à la dernière minute. C'était un choix réfléchi, un choix assumé, un choix où mon absence avait été décidée à l'avance. Ils savaient que je n'étais pas là, ils savaient que je n'avais pas été prévenue. Et pourtant, ils ont continué à célébrer, à sourire, à trinquer. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Pas avec colère, pas avec des cris, mais avec une lucidité glaciale. On peut pardonner un oubli, on peut excuser une maladresse, mais quand on comprend que l'exclusion est volontaire, on ne regarde plus jamais les gens de la même façon. Après cet appel, je suis restée longtemps assise, sans bouger. Le téléphone était posé devant moi, l'écran éteint, comme si tout venait de s'arrêter. Le lendemain, comme chaque début de mois, un virement automatique devait partir. Une somme que j'envoyais depuis des années. Sans rappel, sans justification. Simplement parce que je pensais que c'était normal. J'ai ouvert mon ordinateur. Je suis allée dans mon espace bancaire. Et là, pour la première fois, j'ai hésité. Pas par rancune, pas par colère, mais parce qu'une question simple s'est imposée à moi. Pourquoi continuer à donner quand on vous a clairement montré que vous ne comptez pas? J'ai regardé le montant, puis j'ai cliqué sur « Annuler ». Aucun message, aucune explication, juste un geste silencieux. À cet instant, je n'ai pas eu l'impression de punir qui que ce soit. J'ai simplement cessé de me trahir moi-même. Je me suis parlé à voix basse, comme on le fait quand personne ne nous écoute vraiment. « Jacqueline, est-ce que tu exagères? Est-ce que tu prends les choses trop à cœur ?» Puis une autre voix, plus calme, plus honnête, a répondu « Non, tu ne demandes pas trop. Tu demandes juste le minimum, le respect. » Je n'avais pas besoin d'être au centre. Je n'avais pas besoin d'un rôle officiel. Je n'avais même pas besoin d'être mise en avant. Si cette histoire vous a touché, laissez un like pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Et surtout, merci d'être ici, d'écouter et de faire vivre ces récits. Ce n'était pas un oubli, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un mariage improvisé à la dernière minute. C'était un choix réfléchi, un choix assumé, un choix où mon absence avait été décidée à l'avance. Ils savaient que je n'étais pas là. Ils savaient que je n'avais pas été prévenue. Et pourtant, ils ont continué à célébrer, à sourire, à trinquer. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Pas avec colère, pas avec des cris, mais avec une lucidité glaciale. On peut pardonner un oubli. On peut excuser une maladresse. Mais quand on comprend que l'exclusion est volontaire, on ne regarde plus jamais les gens de la même façon. Après cet appel, je suis restée longtemps assise, sans bouger. Le téléphone était posé devant moi, l'écran éteint, comme si tout venait de s'arrêter. Le lendemain, comme chaque début de mois, un virement automatique devait partir. Une somme que j'envoyais depuis des années. Sans rappel, sans justification. Simplement parce que je pensais que c'était normal. J'ai ouvert mon ordinateur. Je suis allée dans mon espace bancaire. Et là, pour la première fois, j'ai hésité. Pas par rancune, pas par colère,
mais parce qu'une question simple s'est imposée à moi. Pourquoi continuer à donner quand on vous a clairement montré que vous ne comptez pas? J'ai regardé le montant, puis j'ai cliqué sur « Annuler ». Aucun message, aucune explication, juste un geste silencieux. À cet instant, je n'ai pas eu l'impression de punir qui que ce soit. J'ai simplement cessé de me trahir moi-même. Je me suis parlé à voix basse, comme on le fait quand personne ne nous écoute vraiment. « Jacqueline, est-ce que tu exagères? Est-ce que tu prends les choses trop à cœur ?» Puis une autre voix, plus calme, plus honnête, a répondu « Non, tu ne demandes pas trop. Tu demandes juste le minimum, le respect. » Je n'avais pas besoin d'être au centre. Je n'avais pas besoin d'un rôle officiel. Je n'avais même pas besoin d'être mise en avant. La pression n'était pas dans leurs mots. Elle était dans ce qu'ils considéraient comme normal. Et pour la première fois de ma vie, je me suis demandé en silence. Et si, cette fois, je ne répondais pas comme avant? Les mots ont changé. Ils sont devenus plus précis, plus calculés. Ce n'était plus de simples conversations. C'étaient des phrases choisies avec soin. Tu sais, on fait tout pour le petit. On essaie de lui offrir une vie stable. Il mérite le meilleur, non? Personne ne me demandait directement de l'argent. Mais chaque phrase pointait dans la même direction. On me rappelait ce que je pouvais faire, ce que j'avais toujours fait, ce que je ferais sûrement encore. Et quand je restais silencieuse, il ajoutait une touche de culpabilité. Tu sais, il parle souvent de toi. Il demande quand il te reverra. Je sentais la manœuvre. Daus, presque invisible. Il ne forçait pas la porte. Il frappait au bon endroit. Puis, un jour, son prénom est devenu central. Trop central. On ne parlait plus d'eux. On parlait de lui. Il aurait tellement aimé que tu sois là. Ça lui ferait du bien de sentir le soutien de sa grand-mère. Tu es importante pour lui, tu sais. Chaque phrase était une corde tirée autour de mon cœur. Et il le savait. Mon amour pour lui était sincère. Profound. Inconditional. Et c'est précisément pour cela qu'il l'utilisait. Pas méchamment, pas ouvertement, mais suffisamment pour que je sente que mon affection devenait un outil. Et là, quelque chose s'est figé en moi. Parce qu'aimer un enfant, ce n'est pas accepter d'être manipulé et protéger son cœur. Parfois, c'est aussi apprendre à dire non. L'argent, je n'aimais pas en parler. Jamais. Pour moi, ce n'était pas un moyen de contrôle. C'était une aide. Un geste discret. Une main tendue, sans bruit. Pendant des années, j'ai donné sans compter. Les factures, le loyer, les courses, les imprévus. Je ne demandais jamais de reçu. Je ne posais pas de questions. Je faisais confiance. Yemedisais. Une mère aide son enfant. Une grand-mère protège sa famille. Je n'ai jamais utilisé l'argent pour exiger quoi que ce soit. Ni respect, ni reconnaissance, ni place particulière. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. L'argent n'était plus un soutien. Il était devenu une attente, presque une évidence. Comme si mon aide allait de soi. Comme si elle m'obligeait au silence. Comme si donner signifiait accepter. Et pour la première fois de ma vie, je me suis posé une question que je n'avais jamais osé formuler. Est-ce qu'on m'aime encore? Ou est-ce qu'on a surtout besoin de ce que je donne? Ce n'était pas de la colère. C'était plus profond. C'était une lucidité tardive, mais nécessaire. Et elle allait tout changer. Le mensonge n'est pas arrivé d'un seul coup. Il s'est glissé doucement, comme une ombre. Ce n'était pas un grand mensonge brutal. Non, c'était de petites phrases, des silences, des demi-vérités. On ne voulait pas te déranger. On pensait que tu étais fatigué. C'était décidé à la dernière minute. Des mots dits calmement, presque gentiment. Mais je sentais que quelque chose ne collait pas. Trop d'explications pour quelque chose de simple. Trop de prudence dans leur voix. Puis les détails ont commencé à se contredire. Une date qui change. Un nombre d'invités qui augmente. Des photos vues par hasard.
des sourires que je n'avais jamais vus en vrai. Et là, j'ai compris. On ne m'avait pas oublié. On m'avait écarté. Le mensonge n'était pas seulement dans les mots. Il était dans l'intention, dans ce choix conscient de ne pas me dire la vérité. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas l'événement en lui-même. C'était de réaliser qu'on avait préféré me mentir, plutôt que de m'assumer, plutôt que de me regarder dans les yeux. À cet instant précis, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas avec du bruit, pas avec des larmes, mais avec un silence lourd. Un silence qui disait « Ils savent ce qu'ils font, et ils ont choisi de le faire quand même. » Et ce mensonge n'était que le début. Avec le recul, tout devenait plus clair. Je n'étais pas seulement mise de côté. J'étais utilisée. Pas de façon brutale, pas ouvertement, mais avec une précision presque invisible. On m'appelait quand il fallait payer, quand une facture arrivait, quand il manquait quelque chose juste pour ce mois-ci. Les messages étaient toujours doux. Respect you. Presque affectueux. Maman, tu sais comme c'est difficile en ce moment. Mamie, tu es la seule à pouvoir nous aider. On te remboursera, promis. Et moi, je donnais. Encore. Toujours. Parce que j'aimais. Parce que je pensais aider une famille. Pas entretenir un confort dont j'étais exclue. Je n'étais pas invitée aux moments heureux, ni aux célébrations, ni aux décisions importantes. Mais pour les problèmes, pour l'argent, pour les urgences. Là, j'étais indispensable. Je commençais à comprendre que ma place était claire. Pas à la table, mais au portefeuille. Il prenait sans demander comment j'allais, sans se demander si moi aussi, j'avais besoin de quelque chose. Même pas de reconnaissance. Et le plus dur, ce n'était pas l'argent. C'était cette sensation amère d'être utile. Seulement quand cela les arrangeait. Comme si mon rôle se limitait à soutenir, sans jamais faire partie. Ce jour-là, j'ai cessé de me demander si j'exagérais. J'ai compris que non, que ce schéma existait depuis longtemps, et qu'il portait un nom simple, mais cruel, l'utilisation. Peu à peu, les souvenirs se sont mis en ordre dans ma tête, et un détail revenait sans cesse. L'appartement. C'était moi qui avais aidé pour la caution. Moi qui avais signé des papiers provisoires. Moi qui avais avancé plusieurs mois de loyer, le temps que tout se stabilise. On m'avait expliqué calmement. C'est juste administratif, maman. Tu sais, avec ton dossier, ce sera plus simple. Ce n'est que temporaire. Temporaire. Ce mot revenait souvent. Quand il manquait un document, on me demandait de passer. Quand il fallait une signature, on m'appelait en urgence. Quand le propriétaire posait des questions, c'était encore moi qui rassurais. Mais une fois les papiers réglés, une fois les clés en main, une fois la situation sécurisée, Ieri devenais invisible. je n'avais pas mon mot à dire. Je ne savais même pas exactement combien il payait, ni ce qu'il prévoyait. Je servais de pont, de garantie, de solution. Pas de membre de la famille à consulter, mais une facilité à utiliser. Et pourtant, à aucun moment, je n'avais imposé ma présence. Je n'avais jamais exigé de contrôle. Je faisais confiance. Aujourd'hui, je comprends que cette confiance avait aussi un prix que je payais seul. Ce n'était pas une aide ponctuelle. C'était un système. Un système où ma stabilité servait à construire leur confort, sans que je fasse réellement partie de leur vie. Et cette prise de conscience a laissé un silence lourd en moi. Un silence qui disait « ce n'est pas normal ». Et puis, tout s'est assemblé. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une maladresse. Ce n'était pas une accumulation de petites blessures sans importance. C'était beaucoup plus vaste. J'ai revu les années, les demandes déguisées en besoins, les urgences qui n'étaient jamais les miennes, les silences qu'en moi, j'aurais eu besoin de présence. J'ai compris que je n'étais pas mise à l'écart par hasard. J'étais mise à l'écart par confort. Ma place était claire.
Utile quand il fallait aider, discrète quand il fallait célébrer, absente quand il fallait partager. Je n'étais pas oubliée. J'étais gérée. On surveyed exactment. Quand m'appeler? Quoi me dire? Comment me parler? Assez de douceur pour que je donne. Assez de distance pour que je ne demande rien. Et là, pour la première fois, je n'ai pas ressenti seulement de la tristesse. J'ai ressenti de la lucidité. Une lucidité froide, calme, irréversible. Je me suis dit, si je continue ainsi, rien ne changera. Ils n'apprendront jamais à me respecter. Et moi, je finirai par disparaître de ma propre vie. Ce jour-là, sans bruit, sans colère, quelque chose s'est refermé en moi. Pas mon cœur, mais mon aveuglement. Et c'est à cet instant précis que j'ai cessé d'être simplement une mère, pour redevenir une femme consciente de sa valeur. À partir de ce moment-là, j'ai décidé une chose simple, mais essentielle. Poser des limites. Pas pour punir, pas pour me venger, mais pour me protéger. J'ai compris que l'amour sans limite devient une porte ouverte à l'abus, que la générosité silencieuse finit par être prise pour acquise, et que dire oui à tout, c'est parfois se dire non à soi-même. Alors j'ai commencé doucement. Je n'ai plus expliqué chaque décision. Je n'ai plus justifié chaque refus. Je n'ai plus répondu immédiatement à chaque appel. Quand on me demandait de l'argent, je demandais du temps pour réfléchir. Quand on me parlait sèchement, je mettais fin à la conversation, calmement. Quand on essayait de me faire culpabiliser, Restais silenciose. pas de cris, pas de reproches, juste une distance nouvelle. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que ces limites ont dérangé. Non pas parce qu'elles étaient injustes, mais parce qu'elles changeaient l'équilibre. On n'aimait plus autant ma gentillesse, lorsqu'elle n'était plus automatique. Et c'est là que j'ai su que ces limites étaient nécessaires. Parce que ceux qui vous respectent aussi vos frontières. Je n'ai jamais crié, même pas une seule fois. Pas parce que je n'avais pas mal, pas parce que je ne ressentais rien, mais parce que j'ai toujours cru que la dignité parle plus fort que la colère. Ma douleur était là, profonde, lourde, mais je l'ai portée en silence. Je n'ai pas levé la voix, je n'ai pas claqué les portes, je n'ai pas lancé de mots que je regretterai plus tard. Je les ai regardés droit dans les yeux, avec cette fatigue calme que seule une femme qui a trop donné peut avoir. Je parlai d'ausement. Posement, presque tendrement. Et parfois, ce calme les mettait plus mal à l'aise que n'importe quel éclat de colère, parce qu'un cri peut être ignoré, mais le silence digne. Le silence, lui, oblige à regarder la vérité en face. Je n'étais pas faible. Je choisissais simplement de ne pas me perdre moi-même. Dans leur tempête, à cet instant précis, quelque chose s'est clarifié en moi. Pas avec colère, pas avec amertume, mais avec une lucidité froide et calme. Je me suis dit, intérieurement, je ne paierai plus pour le manque de respect. Parce que l'aide n'est pas un devoir, parce que l'amour n'est pas une dette, et parce que le respect n'est pas négociable. Pendant des années, j'ai donné sans compter. Mon temps, mon argent, mon énergie, mon cœur. Mais ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. Quand on commence à mépriser celui qui aide, ce n'est plus de l'aide, c'est de l'exploitation. Je n'ai rien annoncé, je n'ai fait aucun discours. J'ai simplement arrêté. Arrêté de payer, arrêté de réparer, arrêté de sauver. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti de culpabilité, seulement une paix étrange, celle qui naît quand on se choisit enfin soi-même. Les disputes n'ont pas commencé par des cris. Elles sont venues lentement, presque silencieusement. D'abord, des phrases sèches, des silences lourds au téléphone, des réponses courtes, froides, comme si je dérangeais. Puis les reproches ont émergé. Déguisés en fatigue, en estrés, en excuses malhabiles. On me parlait comme si j'étais devenue un problème, comme si mon aide passée n'avait jamais existé, comme si tout ce que j'avais fait allait de soi. Je ne répondais pas par la colère,
Je ne savais même pas comment me défendre. Je me contentais d'écouter et de sentir quelque chose se fissurer à l'intérieur. Chaque échange laissait une trace. Pas une blessure spectaculaire. Non. Une usure lente, profonde. Et j'ai compris que ces disputes n'étaient pas des malentendus. Elles étaient le signe d'autre chose. Le respect avait disparu. Ce jour-là, j'ai cessé d'espérer que ça s'arrange tout seul. Parce que certaines relations ne se brisent pas d'un coup. Elles s'effondrent mot après mot. Le déchirement n'a pas été brutal. Il a été silencieux. Definitive. À un moment précis, j'ai senti que quelque chose venait de se rompre. Pas entre eux et moi seulement. En moi. Je ne reconnaissais plus mon fils. Sa voix était la même. Mais pas ses mots. Pas son regard. Pas son cœur. Il ne cherchait plus à comprendre. Il cherchait à avoir raison. Et surtout, à garder ce qui l'arrangeait. J'ai compris que je n'étais plus une mère. J'étais devenue une ressource. Une solution pratique. Un portefeuille avec des sentiments. Ce jour-là, j'ai cessé d'expliquer. Cessez de justifier. Cessé d'attendre. Le lien s'est fendu en deux. D'un côté, ce que j'avais donné toute ma vie. De l'autre, ce qu'ils prenaient sans regarder derrière eux. Et dans ce silence nouveau, douloureux mais clair, j'ai enfin vu la vérité. On peut aimer profondément. Et malgré tout, devoir lâcher. Parce que parfois, rester, c'est se trahir soi-même. Les conséquences ne sont pas arrivées tout de suite. Elles se sont installées lentement, comme un froid qui entre dans une maison mal fermée. Quand j'ai cessé de payer, quand j'ai cessé de répondre immédiatement, quand j'ai cessé de dire oui par habitude, l'équilibre a changé. Il y a eu des silences lourds, des messages plus courts, des appels sans tendresse, uniquement chargés d'attente. Puis sont venus les reproches. Déguisés en inquietude, en fausse incompréhension. En phrases comme « Too has changed ». On ne te reconnaît plus. Mais la vérité, c'est que je n'avais pas changé. J'avais ouvert les yeux. Leur quotidien est devenu plus compliqué. Le mien, plus calme. Moins rempli, mais plus juste. J'ai perdu des illusions. J'ai perdu une place que je croyais acquise. Mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux. Le respect de moi-même. Chaque décision a un prix. La leur a été de me perdre comme soutien inconditionnel. La mienne a été d'accepter la solitude, plutôt que l'humiliation silencieuse. Et aujourd'hui, même si mon cœur reste fragile, je sais une chose. Aucune paix n'est possible quand elle se construit sur le sacrifice de sa dignité. La vérité ne s'est pas révélée d'un seul coup. Elle est sortie par petites fissures, dans des détails qu'on oublie de cacher quand on ment trop longtemps. Une facture oubliée sur la table, un document mal rangé, une phrase dite trop vite, puis corrigée maladroitement. J'ai commencé à relier les points, à comprendre pourquoi l'argent disparaissait si vite, pourquoi les urgences étaient toujours financières, pourquoi tout devait rester flou, oral, jamais écrit. Et surtout, pourquoi on ne voulait jamais que je pose trop de questions. Un jour, j'ai appris que certaines choses n'avaient jamais été dites comme on me les avait présentées, que des décisions avaient été prises en mon nom, que des engagements existaient sans mon accord. Ce n'était plus une impression, ce n'était plus un malaise, c'était un fait. À cet instant précis, quelque chose s'est éteint en moi. Pas l'amour, mais la naïveté. La vérité fait mal, oui, mais elle libère aussi, parce qu'une fois qu'elle est là, on ne peut plus faire semblant de ne pas la voir. Et moi, ce jour-là, j'ai choisi de ne plus détourner le regard. Au début, il ne voulait pas voir. Il disait que j'exagérais, que j'étais fatiguée, que je ne comprenais pas le monde d'aujourd'hui. Mais quelque chose avait changé. Les aides qui ne venaient plus. Les questions que je posais, calmement, sans colère. Mon silence aussi, devenu plus lourd que n'importe quel reproche. Il a commencé à remarquer les incohérences, les versions qui changeaient, les justificatifs qui n'arrivaient jamais, les urgences qui n'étaient jamais vraiment urgentes, sauf quand il s'agissait d'argent. Je l'ai vu hésiter, baisser les yeux,
rester silencieux plus longtemps au téléphone. Un jour, il m'a demandé « Maman, depuis quand tu payais tout ça ?» Ce n'était pas une accusation, c'était une vraie question. À ce moment-là, j'ai compris qu'une fissure venait d'apparaître. Pas une rupture, mais un doute. Et parfois, un simple doute suffit pour faire vaciller tout un mensonge. Nous nous sommes assis face à face, sans cri, sans reproche. Il n'y avait pas de table entre nous, seulement le poids des années et des non-dits. Je ne lui ai pas dressé la liste de tout ce que j'avais donné. Je n'ai pas rappelé chaque virement, chaque sacrifice. Je lui ai simplement raconté comment je m'étais sentie. Invisible. Eckhart Tolle. Utilisé sans être considéré. Il m'a écouté pour la première fois sans m'interrompre. Ses épaules se sont affaissées. Sa voix était plus basse quand il m'a dit « Je ne pensais pas que ça te faisait autant de mal ». Je lui ai répondu doucement « Ce n'est pas l'argent qui fait mal, c'est l'absence de respect ». Il n'y a pas eu de promesse héroïque, pas de grande déclaration, juste un long silence, sincère. Tout ne s'est pas arrangé ce jour-là. La famille n'est pas redevenue comme avant. Certaines distances sont restées. Mais quelque chose avait changé. Je n'étais plus la vieille mère qu'on appelle seulement quand on a besoin. J'étais une femme qui avait posé des limites. Je n'ai rien exigé. Je n'ai rien supplié. J'ai simplement choisi de me respecter. Aujourd'hui, je vis plus simplement, mais plus droite. Avec moins de monde autour de moi, et beaucoup plus de paix. Toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse, mais certaines ont une fin juste. Et parfois, cela suffit. Après tout cela, un calme étrange s'est installé en moi. Pas un vide, pas une indifférence. Un calme profond, silencieux, solide. Je ne me réveillais plus avec l'angoisse d'attendre un appel. Je ne vérifiais plus mon téléphone avec cette peur de devoir encore expliquer, justifier, donner. J'ai recommencé à respirer lentement, à savourer les matins simples, le bruit de la bouilloire, la lumière sur la table de la cuisine. Ce calme n'était pas une fuite, c'était une décision. J'avais accepté une vérité simple. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer avec respect, mais on peut choisir de vivre sans se trahir. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix avec moi-même. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas cherché à faire honte à qui que ce soit. J'ai gardé la tête haute. La dignité, ce n'est pas gagner une dispute. Ce n'est pas avoir le dernier mot. C'est savoir quand se taire et quand se respecter. Je suis partie sans claquer la porte, sans menace, sans scène. Parce qu'après une vie de travail, de sacrifice et d'amour donné, je savais une chose. Je méritais mieux que le mépris déguisé en habitude. Ma dignité, personne ne me l'a rendue. Je l'ai simplement reprise. Mon petit-fils. C'est lui qui m'a le plus retenu, le plus longtemps. Avec lui, je faisais les devoirs à la table de la cuisine. Je lui apprenais à lire doucement, à compter sans se presser. Mais surtout, je lui apprenais autre chose. Je lui apprenais le respect. La patience. La valeur des mots et des promesses. Je lui disais souvent, dans la vie, tu peux perdre de l'argent, du temps, même des amis. Mais ne perds jamais ta dignité. Il m'écoutait avec ses grands yeux sérieux. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait l'essentiel. Et aujourd'hui encore, malgré tout, je sais que ces leçons-là, personne ne pourra les lui enlever. Même quand les liens familiaux se brisent et que l'on est trahi, la dignité, le respect de soi et les valeurs transmises aux enfants restent ce qui compte le plus, car ce sont elles qui traversent le temps et façonnent les générations suivantes. Aimer, ce n'est pas se sacrifier jusqu'à disparaître. Ce n'est pas tout accepter par peur de perdre les siens. L'amour véritable, c'est aussi poser des limites, dire non sans haine et rester digne sans devenir dur. J'ai aimé profondément. J'ai donné sans compter. Mais j'ai compris qu'aimer ne signifie pas s'oublier. Le respect n'est pas une récompense, c'est une base. Et parfois, le plus grand acte d'amour, pour soi et pour les autres, c'est de ne plus laisser la douleur décider à notre place. Et vous, jusqu'où iriez-vous par amour pour votre famille ? Est-ce que vous continueriez à donner, même quand le respect disparaît ?
Ou auriez-vous le courage de dire stop, sans crier, sans haïr, simplement avec dignité? Racontez-moi dans les commentaires. L'amour doit-il toujours tout supporter, ou a-t-il aussi des limites? Si cette histoire vous a touché, mettez un like pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies, et laissez un commentaire. Dites-moi de quelle ville vous regardez et ce que vous auriez fait à ma place. Votre message peut vraiment aider quelqu'un qui vit la même situation.